Bonjour Gilbert. Bonjour Abdelaziz. Ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on planifiait, toi et moi, cette rencontre. Finalement, on se fait plaisir. Et aujourd'hui, on va parler de naturopathie, de la différence de la vision à laquelle toi, tu es arrivé maintenant comme naturopathe, venant comme nous tous, naturopathe d'une vision classique, on va dire hygiéniste nord-américaine, c'est-à-dire un maximum de plantes et un minimum de produits animaux, et comment on est arrivé à travers notre histoire, à travers nos études, parce qu'on est en recherche permanente, euh, à faire un 180 degrés là-dessus et à revenir sur une forme, peut-être pas du paléo, mais une vision renouvelée qui est beaucoup plus proche de l'alimentation traditionnelle que nos ancêtres avaient, que ce soit en France, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Afrique du Nord aussi. Il ne faut pas oublier que les gens, là, 100 ans, ne mangeaient pas du tout comme nous. Il suffit de regarder les vieux livres de recettes français qu'on a, qui datent de 1900 ou de fin des 1800. Le plat central, c'était toujours la viande, de la crème, du beurre. À l'époque, on ne parlait pas d'huile d'olive, à moins d'être en Italie. Mais bon, euh, Si tu peux me permettre sur la viande, je te coupe, parce que c'est pas juste la viande. En fait, comme on disait, ils mangeaient du museau jusqu'à la queue, quoi. oui, ils Alors mangeaient tout. qu'aujourd'hui, tu vois, quand on mange de la viande, c'est surtout du steak, c'est surtout vraiment de la viande, quoi. Alors Oui, que de manger des abats, de manger toutes les parties de l'animal, c'est là que c'est là que ça prend son importance, en fait. Et toi, qui es un adepte du keto et du mode cétogène, tu le sais pertinemment que tout ce qui est contenu dans les organes, par exemple, au niveau vitamines, au niveau minéraux, c'est largement supérieur à la viande. Je pensais justement, hier, ma mère m'a fait un plat avec des pieds de veau, ah, gélatine qu'il y a là-dedans, quoi. Mais c'est voilà, tu vois, c'est ce genre de nutriments qui rebute un petit peu aujourd'hui les gens. C'est là que tu vas avoir un apport vraiment supérieur au niveau micronutriments. Parce que toi et moi, quand on discute, on discute toujours dans ces termes-là. On oui. réfléchit pas juste aux macronutriments. On réfléchit pas juste à se rassasier. On réfléchit à ce qui va faire marcher nos cellules, à ce qui va faire fonctionner notre corps et à ce qui va nous garder en santé. Et en fait, quand on parle de viande, on parle en général de la tête du museau jusqu'à la queue, en fait. Mais Voilà, il je te laisse continuer. faut commencer avec le cœur. Comme tu vois, on parle de micronutriments. La source alimentaire la plus riche en coenzyme Q10, c'est le cœur d'agneau. Et ça coûte pas cher. Les gens, ils vont Exactement. s'acheter des pots de coenzyme Q10 qui valent une fortune, alors que manger un cœur d'agneau par semaine, ce serait magnifique. Bon, on est d'accord tous les deux sur le fait que la supplémentation, elle est abusive dans la plupart des cas. Enfin, tu vois, des fois, j'appelle ça de la supplémentation stupide. Genre, Oui, il me manque ça, je vais prendre ça. Alors qu'on sait très bien qu'il y a une synergie entre les micronutriments et qu'il y a des facilitateurs, enfin voilà, tu vois, et elles fonctionnent ensemble. C'est comme quand on parle d'huile, c'est la même chose. C'est tout un tas d'éléments qui vont travailler en synergie pour venir nous apporter la santé. C'est ce qui nous oppose, par exemple, pas nous oppose, mais ce qui nous différencie avec la médecine allopathique classique. oui. Là où ils isolent une molécule et puis ils nous l'inoculent et ensuite, bon, mais voilà, démerde-toi avec ça. Du coup, on a des effets secondaires, du coup, on a tout un tas de côtés négatifs qui viennent se greffer là-dessus. Et c'est là que de prendre un aliment complet, comme tu le dis, va être supérieur, parfois même à 90% des cas, ça va être supérieur à la supplémentation. Oui, Et bah tu oui. fais bien de mentionner la La coenzyme. supplémentation peut avoir un rôle utile. Mais pour en arriver à tout ça, on a tous les deux fait un parcours. Toi, comment tu es arrivé à la naturopathie? Qu'est-ce qui t'a amené vers la naturopathie? C'est une longue histoire en fait. Je n'étais pas prédestiné à ça, hein. Moi, j'ai eu un parcours assez compliqué. J'ai eu, comme dit mon frère, j'ai eu plusieurs vies. Mais oui, la naturopathie, en fait, ça a toujours été inscrit en moi. J'ai commencé un petit peu avec la phytoaromathérapie, à soigner des gens autour de moi avec des trucs de base que j'avais autour, parce que j'ai toujours été dans cette approche-là. Et puis un jour, en fait, j'habitais dans un village. C'est quelqu'un enfin, qui a vraiment insisté pour que j'aille passer un diplôme, en me disant que je rendais service aux gens, mais qu'il me fallait me couvrir avec un diplôme. Et c'est là que j'ai fait une recherche et puis je suis tombé sur cette école, Innov Naturopathie, une école canadienne qui était basée à Granby. Mhm. Et à ce moment-là, j'ai adhéré à
à ce que proposait la directrice, Marie-Claire Laparé, que j'ai rencontrée. Et suite à ça, ben, je me suis enregistré, quoi. Je me suis listé sur le cursus et j'ai poursuivi ma formation, en fait. Et je me suis formé à la naturopathie. Mais un des avantages que tu as, malgré tout, tu as quand même vécu en Angleterre un certain nombre d'années. Oui, oui, oui. J'étais steward chez British Airways pendant 13 ans. Et donc, du coup, en fait, le fait de parler anglais m'a bien aidé parce qu'en fait, si tu veux, au niveau de la recherche, c'est un peu comme toi, quand on va rechercher, on se rend compte que comment dire, la littérature en termes de santé dans tout ce qui est anglo-saxon, et c'est largement supérieur à ce qu'on peut disposer, nous, en français, quoi. Oui, C'est vraiment limité. Et surtout, au niveau de la naturopathie, il y a une autre approche qui est faite. Je sais que tu connais Chris Kresser, tu connais Mercola, tu connais ce genre d'approche-là. Ces gens-là sont passés, enfin, je vais te dire, ils ont à peu près 20 ans d'avance sur la naturopathie française. oui, oui, c'est peu dire. Surtout que ce qu'il faut réaliser, c'est que la naturopathie américaine, de la 30 ans, 40 ans, avait une très forte pensée hygiéniste classique. Donc les plantes, les plantes, les plantes, le moins de produits animaux possible. Mais ça a complètement changé depuis environ, on va dire, 20 ans. Et maintenant, les naturopathes américains des plus grandes écoles, ceux qui sont associés à Bastyr et tout ça, ont quand même une formation qui est médicale. Ça n'a plus rien à Ah voir avec oui, bien sûr. Ouais. les Tu sais que formations. c'est 4000 heures, 4000 heures d'études. Hein. Oui, Ils ont à peu près 4 ans, hein, les oui. types. Ça. Et puis d'ailleurs, dans certains États, en fait, tu te rappelles, j'avais fait un article sur le sujet. Dans Mhm. certains États, ils sont carrément considérés comme des médecins de première ligne. Hein. Et Oui, ils sont absolument. carrément intégrés dans le paysage de la médecine. Oui. Je veux dire, il y a énormément, il y a de plus en plus de médecins qui se rendent compte qu'ils sont complètement désarmés face aux maladies chroniques inflammatoires Mhm. et qui de plus en plus font appel à eux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un médecin, n'y connaît pas, enfin en général, hein, un médecin n'y connaît pas grand-chose en Mhm. nutrition. Oui. Dans leur cursus de 8 ans, ils étudient très peu la nutrition. Et quand ils vont l'étudier du point de vue calorique. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Alors que nous, on va l'aborder du point de vue hormonal. Et c'est la grande différence en fait qu'il y a entre eux et nous. Et donc du coup, en fait, quand il faut intervenir des naturopathes qualifiés, en fait, pas la naturopathie comme tu la connais en France, hein, je ne vais pas épiloguer sur le sujet, mais aux États-Unis, ils sont largement en avance, quoi. On voit les résultats, on voit ce qu'ils arrivent à faire avec les maladies chroniques, c'est spectaculaire. Oui, effectivement. Tu vois, comme tu le dis si bien, il y a tout le côté hormonal qu'on regarde, c'est-à-dire principalement maintenant au niveau inflammatoire, tout ce qui est engendré par la résistance à l'insuline, et non pas en focusant sur ce qu'on appelle la micronutrition classique par rapport à tous les végétaux. Dès que tu rentres, tu ramènes le côté animal, que ce soit poisson, tout ça, on ramène énormément de micronutriments qui sont largement supérieurs en général à ceux de source végétale. Moi, ce que je dis aux gens, vous faites ce que vous voulez. Tant que vous avez vos protéines de source animale, c'est-à-dire de trucs qui ont des yeux, un peu comme les Chinois y font, euh, faites-vous plaisir si vous voulez décorer votre assiette. Ça, mais il ne faut pas vous imaginer que c'est en mangeant votre grande salade que ça va vous nourrir. Non, ça va vous remplir l'estomac, ça oui. Ouais, Mais ça et les fruits en général. En fait, tu sais, as toujours l'image des vitamines, ça vient des fruits. oui, Alors qu'on sait très bien que les abats, par exemple, enfin, ils battent les fruits à plate couture. Hein. ah oui, Le seul truc où on diffère, toi et moi, en fait, c'est sur les antioxydants. Enfin, tout ce qui est. Enfin, on diffère pas, mais bon, voilà. Moi, je sais que j'aime bien. Je suis plus dans le courant paléo. Toi, je te sais plus dans le courant cétogène. Donc, pour moi, en fait, tu vois qu'au niveau des antioxydants, c'est vrai que c'est là que les fruits vont peut-être être supérieurs à la viande pour moi. Parce que du fait justement de la cuisson, on n'est plus à l'époque d'Attila où on va manger de la viande crue, tu vois, ou des organes crus et profiter des antioxydants qu'il y a à l'intérieur. Sitôt que tu commences à les cuire, par exemple, je pense à la vitamine C notamment, qu'est-ce qui va rester, quoi? oui, mais c'est rare que les gens vont faire leur viande de façon très très cuite. Quand on connaît la viande, tu la fais griller sur le dessus, sur le dessous, mais l'intérieur, il est presque bleu. Voilà, ouais, voilà, quand tu manges dans Le ces viande. conditions-là, mais voilà, tu vois, une fois de plus, je te ramène au fait que moi, je forme des thérapeutes qui vont prendre en charge des personnes et que, en général, la plupart des gens que je connais autour de moi, ils mangent la viande cuite et elle va demander à un jeune aujourd'hui d'aller manger un truc saignant. Voilà, Oui, voilà, on est dans une approche différente, disons. Après, comme on dit tous les deux,
notre approche, elle est toujours spécifique. Donc, on ne peut pas avoir une recommandation globale pour tout le monde parce que nous, ça va toujours s'adapter à la personne qu'on a en face. Donc, du coup, suivant l'enquête qu'on va faire avec cette personne, si on se rend compte que voilà, elle a des problèmes justement avec des végétaux, etc., on va la mettre en carnivore. Hein. On n'aura pas de gêne à le faire. Et d'ailleurs, les études le montrent. Hein. Je vais te dire, tu pourras citer les exemples des différents médecins que tu connais qui se sont soignés directement en étant carnivores, mais c'est spectaculaire ce qui leur est arrivé. Oui, souvent, moi, je ramène les choses beaucoup, quel que soit le régime alimentaire, en premier sur le microbiote. Et s'il y a une dysbiose qui est en place, si tu passes en carnivore sans régler le problème de la dysbiose, ben, tu vas te retrouver, comme j'en vois plein, ils sont en carnivore, cru ou cuit. Hein. Bravo. Et ils vont au petit coin, plusieurs fois par jour, mais pas parce qu'ils ont envie, parce qu'ils n'ont pas le choix. Sans ça, ils vont faire dans leur froc. S'il y a une dysbiose, je suis désolé, il faut régler ça. Il faut régler ça, exactement. Le régime alimentaire, il faut prêter Absolument. attention. Absolument. Je le dis tout le temps, d'ailleurs, si tu regardes un petit peu les derniers podcasts que j'ai fait, les dernières vidéos, je le stipule tout le temps. Ce n'est pas en changeant d'alimentation que tu vas régler ton problème. Certes, ça fait partie du processus, en fait, de la prise en charge, mais la première étape qui est primordiale, c'est de traiter la cause. Et comme tu le dis, très bien qu'il y a toujours une cause sous-jacente, tel le SIBO, tel la candidose. On peut avoir le problème avec les opioïdes, un problème de péristaltisme pour X, Y raison. Enfin, voilà, tu vois. C'est ça qu'il faut régler. Une fois que tu arrives, ben là, ça va nous amener justement à la fonctionnalité. Quand on dit que nous, on rétablit d'abord la fonctionnalité, donc la fonctionnalité des systèmes, et notamment le système digestif, c'est à ça qu'on passe primordialement. C'est là que la clé de la santé. Si on ne traite pas le problème en premier lieu, en amont, on peut changer d'alimentation, ça ne va rien régler. Il y a beaucoup de gens avec qui je travaille, ils changent d'alimentation, ils deviennent constipés. Il y en a beaucoup, on diminue les végétaux, le péristatisme revient. Il y en a d'autres, il faut rajouter des végétaux, il faut rajouter des fibres. On ne peut pas dire une solution pour tout le monde, c'est la même. Ce n'est pas en ligne droite. Il faut savoir s'adapter en fonction de l'historique de la personne, aussi en fonction de son métabolisme. Toi, tu peux aller jouer dans le paléo. Moi, je sais très bien, si je recommence à faire du paléo demain matin, comme j'en ai fait de nombreuses années, et même du macrobiotique, ce qui est un peu du paléo, mais vraiment de façon traditionnelle, je vais me remettre à grossir. Et ce sera pas long. Parce que je n'ai plus la flexibilité métabolique. Je suis absolument d'accord avec toi. D'ailleurs, souvent, je commence avec les gens en les mettant soit en carnivore, soit en céto, tu vois. Et puis après, petit à petit, je ramène un aliment après l'autre, une semaine après l'autre, tu vois, en essayant de voir. Parce qu'en fait, exactement, l'homme moyen sur lequel se basent les recommandations globales, il n'existe pas. C'est un mythe. L'homme général, tu vois, sur lequel on va faire des recommandations et qu'on va les appliquer à tout le monde, c'est complètement débile. On est face à des gens qui sont vraiment différenciés, individualisés. Il faut vraiment individualiser l'approche. Il faut être spécifique. Il faut vraiment faire une très bonne anamnèse, avoir vraiment une idée précise de la personne qu'on a en face de nous. Et à ce moment-là, en fait, c'est participatif. Je veux dire, moi, je ne vais pas lui imposer à la personne, tiens, tu vas faire exactement comme ça. Je vais lui dire non, on va partir comme ça et tu vas t'observer. Et tu vas voir un petit peu au fur et à mesure s'il y a certaines choses qui te dérangent, s'il y a certaines choses avec lesquelles tu n'es pas confortable, à ce moment-là, il faudra les éliminer. Ouais. Tu vois, une des premières questions que je pose moi aux gens, quels qu'ils soient, est-ce que vous avez pris des antibiotiques? Si oui, à partir de quel âge? C'est clair, ça change tout. Ça change tout. Comment est-ce que tu es né? Est-ce que tu es né par césarienne? Comment est-ce que tu as été nourri quand tu étais enfant? Est-ce que tu as été allaité? Est-ce que tu ne l'as pas été? Enfin, tu vois, il y a tout un tas de questions pertinentes qui vont nous apporter. Et surtout, la généalogie, c'est-à-dire les antécédents familiaux. Et ça compte énormément parce qu'en fait, la génétique, on le sait très bien, toi et moi, ce n'est pas une fatalité. Exact. Ce n'est pas une fatalité. La génétique, c'est un flingue. Ce qui va venir appuyer sur la gâchette, c'est l'endotoxémie, c'est le contexte, c'est l'épigénétique, comme on l'appelle. Et l'endotoxémie,
tout ce que tu vas consommer, tout ce qui va interférer avec ta vie, ce que tu vas respirer, là où tu travailles, etc., etc., tout ce qui va venir interférer avec tes gènes. Et c'est ça qui va venir les déclencher. Mais la génétique n'est pas une fatalité. C'est pour ça que c'est là que je me pose en porte-à-faux avec la médecine conventionnelle, qui, quand elle ne comprend pas un truc, elle te dit c'est génétique. Genre, c'est une fatalité, tu peux rien y faire, vis avec, mange de la cortisone et continue ta vie jusqu'à ce que tu crèves. Oui. Et l'endotoxémie, elle commence dans l'intestin. Absolument. Et c'est là que le bal part. Si on peut remettre ça en place, tout le reste, tout le reste se remet en place. Et la clé, c'est ce qu'il y a dans notre assiette. Et ça ne veut pas dire, moi j'ai une jeune amie en particulier qui s'est mise sur le carnivore et je l'ai vu grossir sur le carnivore. Alors que la plupart des gens, ils maigrissent. Elle, sur le carnivore, je l'ai vu grossir, grossir, grossir. Au point où elle n'en revient pas, parce que dans sa tête, elle se dit qu'elle a tout fait correct. Et moi, je lui disais, mais attention, j'ai l'impression que, elle me dit non, 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 parce qu'elle écoutait des Saladino ou d'autres gens qui n'ont pas de perspective, c'est-à-dire que tu vas leur poser une question sur Internet et ils vont te répondre sans t'avoir jamais vu, sans connaître ton histoire. Alors, si tu prends un gaillard qui fait 1,80 m, qui est sportif, qui est musclé et qui bouffe en carnivore, tant mieux pour lui. Mais ça ne veut pas dire que lui, il a un métabolisme qui est rapide. Il a à peine 30 ans ou même pas 40. Il a un métabolisme qui est rapide. C'est un athlète. Moi, de mon côté, je ne peux pas faire ça. Je peux manger demi-kilo de viande par jour. Je prends de la force, mais je ne prends pas du muscle de façon visible. Et avec certaines personnes, j'ai une amie qui est pharmacienne. On avait augmenté ses protéines, diminué ses lipides. Elle avait regrossi. Eh bien, on a diminué ses protéines, on a réaugmenté ses lipides. Eh bien, le petit ventre, il est parti. Et ce n'était pas une question de constipation, rien de tout ça. C'était juste une différence de métabolisme. Je peux te poser une question? Oui. Est-ce que tu as déjà eu le cas de figure où tu as une personne que tu as mis en carnivore dont le cholestérol augmente? Oui, mais ça, c'est normal. C'est normal, c'est souhaitable, c'est ce qu'on veut. Oui, mais… Si la personne, est, naturellement, quand on parle de carnivore, là, moi je parle de cétocarnivore. Le carnivore, manger que de la viande et très peu de gras, ça, c'est non. Ça revient à du régime Duncan, c'est très mauvais. D'ailleurs, on s'en est bien aperçu avec lui. Hein. Il a été mis en porte-à-faux, le pauvre. Et puis, c'est qu'il a une crise cardiaque, c'est ça, non? Oui, effectivement. Il me semble. Oui, il y a des problèmes, oui. Mais ça, à l'autre extrême, on a les Bernard Jensen, qui étaient végétariens, qui faisaient des jeûnes et des jeûnes toute leur vie. Alors, chaque fois qu'il avait un cancer, il faisait un jeûne. Il sortait de son cancer, il retournait sur son alimentation riche en glucides, végétarienne, du riz brun et tout ça. Moi, je viens de cette école-là. J'ai commencé en 1980 à cette école-là, un peu avant avec le jeûne avec Shelton en 75. À l'époque, son premier livre, quand il avait sorti au courrier du livre, je pense 75. C'est marrant que le site, tu citais l'hygiénisme, mais tu n'as pas parlé de Shelton tout à l'heure, c'est marrant. Oui, ça, on est parti de là, quoi. Tu vois, Shelton, les combinaisons alimentaires. Voilà, les combinaisons alimentaires, maintenant, on le sait, c'est du pipeau. C'était bien gentil. C'est clair. C'est comme la nourriture selon ton groupe sanguin. Ah, oui, ça. Une grosse donnerie, là. Ça, toi qui étais au Québec, à l'époque, il y avait la présidente du syndicat des homéopathes qui était sur mon conseil médical. Et quand ce bouquin d'Adamo est sorti, elle était toute… je lui ai dit, mais attendez, ça ne fait pas de sens. Mais bien sûr que non. Mais t'imagines une famille, là, faire une alimentation, là. Tu as un groupe O, un groupe A, un groupe… Et ça fait partie des cols que je pose d'habitude à des naturopathes, on va dire français. Qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce qu'il faut manger quand on a un groupe sanguin O? Alors là, ils partent, ils sont tout contents d'exposer leur truc. J'en ai, vous savez, ça ne tient pas debout. Hein. Ça ne change absolument rien. Maintenant, comme toi, on va revenir sur toi cependant. Comment tu t'es retrouvé directeur de l'école Innothérapie?
C'est une histoire d'amour, ça. C'est une histoire. Ah, C'est bon. pas une histoire d'amour, en fait. Si tu veux, Marie-Claire, elle est beaucoup plus âgée que moi. Marie-Claire Lappareil, qui était Mhm, la directrice et donc la fondatrice de l'école Innov Naturopathie. Et mhm, si tu veux, au terme de ma formation, en fait, elle a vu mon évolution et elle a vu que je faisais des recherches et que je gobais pas, en fait. Tu vois, mhm, je me rappelle de deux points fondamentaux sur lesquels on a eu des divergences. C'était la façon de modifier l'acidité du corps et le lait. oui, Alors moi, elle me dit, le lait, c'est pas bon. Je dis pourquoi? Elle me dit non, le lait, c'est pour les veaux. oui. Pourquoi? Je dis d'accord, mais ça me fait pas de sens cette histoire. Parce que je suis comme toi, tu vois. Je regarde la nourriture ancestrale, je regarde ce que faisaient les anciens. Mhm, Et là, je me rends compte que, tu sais que je suis croyant, que je prie et tout mhm, ça. Bon, enfin bref, ça fait partie de mon bagage personnel. Mais dans la liturgie, ce que j'en lisais, c'est que le lait, il y avait quelque chose de sain dans le lait, qu'il y avait un médicament dans le lait, qu'il y avait un mhm, bienfait dans le lait. Et donc, ça m'a poussé à faire des recherches. Et tu vois, c'est là le côté anglo-saxon, le côté de comprendre l'anglais. Donc, mhm, je suis allé faire des recherches justement à ce niveau-là. Et je me suis rendu compte en fait que ce n'était pas le lait, parce que là, tu vois, c'est encore une fois être catégorique. mhm. Il y a plusieurs types de lait. On sait très bien qu'il y a le lait type A1 et le lait type A2. Au niveau Donc, des celui qui va caséines. nous poser problème, c'est le lait type A1, justement, comme tu le dis, c'est par rapport à la caséine. En fait, si tu veux, la caséine, c'est une protéine. Mhm, Beaucoup de gens, si tu demandes par exemple à un diététicien, un nutritionniste, pourquoi on a un problème avec le lait, 90% des cas, ils vont te répondre que c'est un problème de lactose. Le lactose, c'est le sucre, en fait, du lait. Mais il y a une petite incidence, mais ça n'a rien à voir, en fait. C'est pas là le problème principal. Le mhm. gros problème avec le lait, c'est la caséine. Mais pas seulement la caséine, en fait, si tu veux, comme c'est une protéine, quand tu prends la protéine une fois qu'elle est décomposée, tu as les acides aminés. Et dans cette chaîne d'acides aminés, tu as un segment de 7 éléments qu'on appelle les opioïdes. Ça va nous donner des opioïdes. Et c'est ça qui va venir en fait interférer avec le péristaltisme et Exact. causer des problèmes de digestion. Et c'est Mhm. à ce niveau-là qu'il y a un problème. Et donc une fois que j'avais exposé ça à Marie-Claire, elle a tilté, tu vois, et puis elle est revenue, elle est allée faire ses recherches, et elle s'est rendue compte par elle-même Oui, oui. que c'était une de ces, comment dire, un de ces dogmes qu'on a en naturopathie Oui. qu'il fallait quand même revisiter. Le deuxième point, c'était au niveau de l'acidité, qu'on peut modifier l'acidité en mangeant des salades et des oranges plutôt qu'en mangeant de la viande. En fait, tu vois, c'est ne pas connaître l'anatomie, en fait. Tu vois, c'est ne pas Exactement. réfléchir au-delà du dogme. Parce qu'une fois que tu connais l'anatomie, qu'est-ce que font tes reins, enfin, ils viennent filtrer, tu vois. Et donc, Oui, forcément, ça va se voir. Si tu manges un bout de viande, tu vas avoir un peu plus d'acidité au niveau de ton urine. Mais si tu exactement. manges une salade, ça va être moins acide. Mais en aucun cas, ça veut dire que ton tissu il est moins acide. D'ailleurs, de quel tissu on parle? On a plusieurs acidités. Il y a l'acidité chlorhydrique, tu vois ce que je veux dire, Mhm. l'acidité du tissu. Et on sait très bien que pour modifier l'acidité, il faut soit jeûner, soit aller en altitude, soit. Voilà, là, c'est des choses Mais qui même vont à nous ce parler. niveau-là, Me dire que je vais modifier mon acidité parce que j'ai mangé des carottes ou que je me suis mis au ça change rien. crudivorisme, c'est un foutage de gueule. Ouais. Non, non, ça ne change rien à Et donc, l'homéostasie du corps. et donc, Euh, suite à cela, en fait, Marie-Claire, ouais. quand elle a vu que j'avais cette évolution, elle m'a contacté. Elle m'a dit, écoute, à cette époque-là, j'étais au Maroc. Elle m'a dit, écoute, je t'envoie un billet d'avion, viens à Granby. J'ai dit, écoute, Ouais. non, là, je suis occupé, machin. Elle m'a dit, non, 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 j'ai pris le billet, je te l'ai réservé, tu viens, tu discutes pas. Et quand je suis arrivé là-bas, elle m'a dit, écoute, c'est toi qui reprends l'école. Moi, je suis fatigué, je vais sortir de là. C'est Et bien. j'ai essayé de voir avec des pharmaciens pour qu'ils reprennent l'école et tout ça. Mais finalement, quand je t'ai rencontré, quand j'ai vu ton évolution, j'ai préféré que ce soit toi parce que je préfère avoir quelqu'un de passionné, quelqu'un qui aime la naturopathie, que quelqu'un qui va en faire n'importe quoi. Et donc, du coup, en fait, si tu veux, quand j'ai repris l'école, j'ai Mhm. changé un petit peu l'approche de Innov Naturopathie, qui est cette école. Et plutôt que de rester sur l'hygiénisme Classique. strict, enfin, tu vois, classique, tel qu'on le connaît en France, j'ai préféré prendre l'approche fonctionnelle. Oui. Justement, d'après ce qu'on disait tout à l'heure, fonctionnel dans le sens de la fonctionnalité des systèmes, dans le sens de prendre en charge les personnes, mais véritablement, et dans le sens de vouloir faire que la naturopathie soit intégrée dans le paysage médical, comme c'est fait dans les États américains, tu vois. Et Oui. donc, du coup, en fait, voilà, avoir une approche plus scientifique, avoir une approche plus en,
comment dire, plus en phase avec la réalité et qui nous permettrait d'avoir une, comment dire, une image sérieuse plutôt qu'une image de farfelu comme on a en ce moment avec la naturopathie. Il ne faut pas se mentir, hein. Tu parles à quelqu'un de naturopathie, il a un petit sourire, tu vois, il va te dire quoi, les plantes, machin. Et puis d'ailleurs, tu vois, quand je parlais de la naturopathie au Maroc, il me prenait pour un herboriste, tu vois, alors que ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Il faut savoir qu'un naturopathe, c'est quelqu'un qui est un expert en anatomie, en physiologie, en biologie. D'abord. On étudie, par exemple, chez nous, on étudie l'anatomie sur le Nicole Munch. C'est le niveau infirmière. Bon, il ne faut pas dénigrer le niveau infirmière parce que le bouquin, c'est un pavé, quoi. Une fois que tu es sorti de là, tu as vraiment des bases en anatomie. Et quand tu as des bases en anatomie, après, oui, venir rechercher ce qui est naturel, l'approche globale, tu vois, rechercher la cause. Avec ça, on est en phase avec l'hygiénisme. Hein. Chercher la cause plutôt que traiter le symptôme, traiter la personne plutôt que traiter la maladie. Enfin, avec tout ça, on est en phase. Mais là où on diffère, c'est au niveau de l'approche et au niveau des dogmes, tu vois. Nous, on n'est pas dogmatique. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Point. Oui, et on évolue, les barrières bougent. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, nos cours On sont avance. constamment remis à jour. Je parle du cours d'alimentation saine et de nutrithérapie. On l'a remis à jour à la fin de l'année 2020. Là, hein. Oui. C'est encore tout récent, tout frais. On a repris nos bases, on a repris nos cours et c'est complètement différent. Hein. Je veux dire, qu'on ne vienne pas me parler de protéines parce qu'on parlait tout à l'heure de protéines. Ce qu'il faut savoir dans la protéine, par exemple, comme dans tous les autres macronutriments ou micronutriments, ça va se jouer au niveau de la biodisponibilité. Et il faut tenir compte de tout. Je veux dire, on ne peut pas venir me dire, oui, bon, on peut se mettre aux légumineuses et on a assez de protéines. C'est un mensonge, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On sait très bien qu'il y a un problème avec les antinutriments. On sait très bien qu'il y a aussi un problème avec le fait que, par exemple, les légumineuses, elles contiennent de la protéine, du gras, des sucres. C'est difficile à digérer, tu vois. Et pour quelqu'un qui a une digestion difficile, tu vas alimentation, mais même les bêtes, regarde les vaches, quand on leur donne du soja et tout ça, mais c'est une catastrophe. Oui. C'est une catastrophe. Au niveau de leur viande et au niveau du lait, on parlait de la caséine tout à l'heure, le problème, il est là. Oui, absolument. Si on peut revenir là juste brièvement sur le mythe acido-alcalin, faut bien que les gens comprennent que de manger de la viande, oui, ça va acidifier votre urine, mais ça n'acidifiera pas du tout votre corps. Et c'est pas parce que votre corps, le pH, il est contrôlé, il est dans une toute petite marge. D'un côté ou de l'autre, vous êtes à l'hosto. Mais c'est clair, mais c'est clair. Franchement, c'est tellement infime, tellement minime, tellement précis que sitôt que tu. Mais c'est pour ça que je ne comprends pas cette logique. Je ne comprends pas ce dogme, mais je comprends. Et en plus, essaye, tu verras. Hein, tu vas dans un groupe cétogène sur Facebook, tu discutes de ce genre de truc, tu vas avoir une discussion intelligente. Parce que les gens sont instruits dans ces groupes-là. Tu fais la même publication sur un groupe de naturopathes, mais au secours, quoi. Tu vas te faire insulter. Et venant de gens qui sont censés étudier l'éthique, exactement. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Moi, je suis complètement halluciné quand je vois ça. Tu vois, on dirait que tu as affaire à une église, tu vois. Mais c'est vrai, hein, enfin, on n'est pas loin parce que tu sais, on a déjà eu la conversation. Mais vraiment, hein, la nourriture, la nutrition, c'est devenu une religion pour certains. Et j'ai rien contre hein, que des gens aient des approches idéologiques au niveau de la nutrition. Ça les regarde, je respecte leur approche, mais qu'ils ne viennent pas me le présenter comme une vérité. Oui, surtout quand on sait que c'est faux. Alors, mais bon, sur un autre volet de l'école, est-ce que tu offres des cours de phytothérapie et d'aromathérapie? Oui, oui, oui. D'ailleurs, Marie-Claire était très, très, très pointue sur le sujet. Et nous, notre approche, en fait, elle est encore fonctionnelle dans l'aromathérapie et la phytothérapie. C'est-à-dire qu'on va étudier l'aromathérapie et la phytothérapie en fonction des systèmes et en fonction des pathologies aussi. Donc, c'est vraiment très pratique. Parce que sinon, quelle serait la différence entre un cours de phytothérapie, de naturopathie et d'aromathérapie dans une école de formation en naturopathie et un livre que tu achèterais à la FNAC, par exemple. Il n'y aurait pas de différence. Nous, vraiment, la différence, c'est qu'il y a un lien avec. D'ailleurs, souvent, notre formation, on l'a fait commencer par l'aromathérapie. Parce que ça, déjà, ça donne des notions d'anatomie, etc. Et ça donne aussi des notions de pathologie. Et d'ailleurs, j'encourage les naturopathes à étudier les pathologies, à aller les découvrir, à aller, tu vois, à connaître l'approche, tu vois, qui est faite pour chaque maladie. Et ça, vraiment, c'est très enrichissant parce qu'une fois que tu connais ça, tu sais comment tu vas te servir de ces plantes. Et tu parlais tout à l'heure aussi de traiter avant de faire une adaptation alimentaire. Quand tu connais les plantes, quand tu connais les huiles essentielles,
c'est vraiment formidable ce que tu peux faire au niveau du traitement, par exemple, de candidose, de SIBO, etc. Je pense à la berbérine, je pense à l'huile essentielle d'origan, tu vois. Moi, j'associe souvent la phytothérapie et l'aromathérapie et je Oui, trouve ça vraiment efficace. oui, ça fait partie d'un arsenal. Et Exactement. aussi, C'est des si tu outils. prends de l'huile d'encens-franc, de l'huile de benjoin, si tu, juste pour comparer, si on prend de l'extrait de Boswellia serrata, Magnifique. il va être standardisé sur quelques acides boswelliques. Mais quand tu prends l'huile essentielle de benjoin ou d'encens-franc, dépendant comment s'il vient d'Inde ou s'il vient d'Arabie Saoudite ou de la péninsule arabique, dans l'huile, tu as plus de 600 composés actifs. On est très loin on a une richesse beaucoup plus vaste que les simples acides boswelliques sur lesquels l'extrait de Boswellia va être standardisé. Et ça, les gens ne réalisent pas. L'aromathérapie, avec les huiles essentielles, il faut revenir aux bases avec Valnet. Il a écrit des bouquins extraordinaires. Pour moi, il demeure toujours un des maîtres à penser. Il a dit tant de choses déjà à l'époque. Déjà à l'époque, il disait, les amandes, faites attention, 5, 6, pas plus. Pas plus, ça contient des phytates. Vous mangez des amandes, vous mangez un steak, ça va chélater les minéraux que vous avez dans votre steak ou dans vos autres choses et ça va passer tout droit. Pour en revenir sur la phyto, tu as dû voir à Montréal, quand tu étais là, qu'il y a quand même des façons, des approches qui sont beaucoup plus avancées là-bas. Au Québec, c'est très rare, même dans le Canada anglais encore moins, ou en Amérique du Nord encore moins, que les gens utilisent de la griffe du diable. Ici, je dis à la griffe du diable, faites attention, c'est toxique. Il y a d'autres molécules maintenant qu'on peut combiner avec le boswellia et le curcumin qui vont avoir des résultats au niveau articulaire Oui, fantastiques. oui. La coquille d'œuf, il y a tout un tas de choses, franchement, Oui. il y a la curcumine, il y a tout un tas il y a un milliard de choses que tu peux aborder. Tu vois, pour rester dans le sujet, là, comment on appelait ça, là, la glutamine et comment ça s'appelait, là, les deux qui mettaient, tu avais deux suppléments qui donnaient justement au niveau de l'arthrose. T'as Glucosamine, c'est pas la la glucosamine glucosamine et la chondroïtine. et la chondroïtine, exactement. Ceux Et que qui soi-disant, sont elles du étaient en Québec vont synergie. peut-être reconnaître le chondroflex que j'ai Ouais, commercialisé ouais. pendant près de Mais 20 là, ans. on s'est rendu compte que c'était une aberration de le prendre, en fait, et qu'il y avait Non, mieux. ça travaille bien, ça travaille toujours bien. Ouais, mais bon, enfin, tu iras regarder, je te pointerai quelques recherches là-dessus, tu verras. Ouais, D'ailleurs, dans mon dernier cours là, en alimentation thérapeutique, justement, je fais mention par rapport à l'arthrose et tout ça, parce que j'aborde encore là aussi par système, tu vois, dans le cours. Et dedans, tu vois, j'explique justement la prise en charge pour les problèmes d'arthrite, d'arthrose et tout ça. On en reparlera. Mais là-dessus, tu vois, sur le sulfate de glucosamine et le sulfate de chondroïtine, ce qu'on s'aperçoit, ce qui est l'élément important maintenant, c'est le composé soufré. Oui, oui. Mais Et ça, ce sera une autre discussion. D'accord, sinon on va partir, tu Parce nous que là, connais. si on part là-dedans, On on n'a va pas parler fini. du rôle On n'a pas du, fini. du sulfate de cholestérol en particulier au niveau. T'enverrai les liens, on en reparlera, on fera une vidéo spécifique si tu Oui, veux là-dessus. sur ça. Parce que Où je voulais là, si t'amener on va ouvrir un cependant, volet, on n'en finira pas. ouais, où je voulais t'amener cependant, ce sont les huiles végétales et leur toxicité. Moi, jusqu'à là encore 5-6 ans, j'aurais dit prenez l'huile de colza, prenez ci. Et j'ai changé, moi, mon fusil d'épaule avec les recherches qui sont sorties, là, bon, qui étaient sorties un peu avant, mais quand j'en ai pris conscience, ça date d'environ 5-6 ans, la toxicité des huiles végétales en regard avec la peroxydation des acides gras polyinsaturés qui se fait trop vite. Alors, je te Tu avais laisse fait une vidéo super intéressante là-dessus avec un jeune, là, je ne sais plus, je ne me avec rappelle plus. Raphaël Sertoli. Ouais, et j'ai trouvé ce gars vraiment intéressant parce que tu vois, il te donnait vraiment les détails, le côté technique de la chose. Oui. Nous, on sait que voilà, on nous a dit que les graisses traditionnelles comme le beurre, le sendou, le gras saturé en général, comme quoi ça venait nous donner un taux de cholestérol élevé et que ça venait obstruer les artères, si tu veux. Et en fait, si tu veux, cette affirmation,
Tu as des groupes consultatifs comme l'American Heart Association, la National Education Cholesterol Programme, le National Institute of Health. Tout le monde te faisait ce genre de recommandations en te disant qu'il valait mieux éviter tout ce qui était gras saturé et qu'il valait mieux prendre de la margarine, par exemple, tout ce qui est PEFA, tout ce que toi, tu classes sous PEFA, et d'ailleurs à juste titre, en fait. Mais si on remonte dans l'histoire, en fait, tout ce délire, il est parti des États-Unis dans les années 50. Exactement. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, Ansel Keys, ça te parle, Ansel Keys? Ah ben, Ansel Keys, voilà. Ansel Keys, qui était un Seventh-day Adventist, qui était ben voilà, tu vois, c'était pour faire le lien, justement, tu vois. Oui. Et un jusque-boutiste, tu vois, et il était connu hein, dans son approche et dans sa façon de faire. Enfin, il est allé faire une étude sur 6 pays, quoi. Une étude assez foreuse dans laquelle il a oublié d'étudier d'autres pays. C'est comme non, si les autres pays ont été étudiés, c'est juste qu'ils n'ont pas été inclus dans les résultats de l'étude. Exactement, il fait une équation et il oublie un des facteurs de l'équation pour déclarer l'équation fausse, tu vois. Et il a oublié, par exemple, d'aller étudier chose qu'avait fait Weston Price, par exemple, oui. d'aller étudier les Esquimaux, d'aller étudier. Enfin, tu te rappelles que des Français, on disait qu'on appelait ça le paradoxe français, comme quand on mangeait du gras saturé, surtout dans le sud-ouest où on faisait revenir dans l'huile de canard et tout, et qu'on avait beaucoup moins de maladies cardiaques. C'est beaucoup moins le cas maintenant parce qu'on est en train de rattraper les autres. Mais bon, voilà, Ansel Keys, on sait qu'il a fait du cherry picking, en fait. Tu vois, oui, il a choisi certaines données pour en fait donner du corps à sa théorie. Mais en fait, on est en train de se rendre compte, et on le sait en fait depuis les années 60, que cette approche, elle est fausse. Et on sait pertinemment que les huiles oméga-6 sont inflammatoires. On sait ce qu'elles peuvent faire à la santé. On sait que, par exemple, tu vois, si tu abuses de ces huiles, tu vas te retrouver avec des maladies cardiaques, tu vas te retrouver avec des problèmes de diabète type 2, de l'obésité. En fait, c'est les cavaliers de l'apocalypse avec les farines blanches, avec tu vois, les PEFA, comme tu disais, avec tous ces produits où tu as un taux de sucre élevé. Enfin, tu vois, il y a tout le vin, l'alcool à l'abus, à l'excès. Il y a tout un tas de choses. On sait qu'ils vont nous créer ce genre de problèmes. Des syndromes métaboliques, des syndromes de l'intestin irritable, des syndromes de l'intestin inflammatoire, des dégénérescences maculaires, la polyarthrite rhumatoïde, l'asthme. Il y a 1 milliard de choses qui ont une source intestinale. Et je pense aussi au cancer là-dedans, hein, aux troubles psychiatriques, tu vois. Tout ce qui est inflammatoire. On fait le lien entre l'axe intestino-cérébral, il est avéré, quoi. On parle d'autisme aussi à ce niveau-là, tu vois. Il y a énormément de choses. Et on le voit, en fait, parce que je pense aux gens qui quand ils sont obèses, pensent à prendre des choses pour perdre du poids. Il ne faut pas penser à prendre quelque chose pour perdre du poids. Il faut penser à ce que tu vas enlever. Oui, en premier. Tu vois, et c'est pas calorique, en fait, quand je dis il faut enlever. C'est pas en termes de calories que je le figure. C'est en termes d'inflammation et c'est en termes hormonal. Parce que tu parlais de résistance à l'insuline. Qu'est-ce qui va créer cette résistance à l'insuline? Les PEFA, je pense que c'est un des gros usual suspects, comme on les appelle, tu vois. C'est tout ce qui va aussi, tout le travail qui est sur le foie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont me dire, comme toi, tu fais pousser des dattes. C'est très bien, mais toi, ça fait partie de ta culture. Toi, tu es capable de manger une date. Mais moi, si j'ouvre la boîte de dates, je vais passer à travers. C'est pas bon. Tout est dans l'excès. C'est toujours pareil. Le poison est dans la dose. Hein. Oui. Je veux dire, il y a des aliments qu'on a mangés depuis des millénaires. On revient sur le lait. Traditionnellement, si on regarde maintenant, on s'aperçoit que l'élevage, au niveau, parce que nos ancêtres, avant de devenir agraires, étaient des sociétés pastorales, donc qui bougeaient avec leurs troupeaux, que ce soit des bœufs en Afrique. Un peu comme les Maasai qui avaient été étudiés par Weston Price, tu vois, c'est encore, on a encore hein, ces peuplades qu'on peut étudier. Mais ces peuplades-là, ils n'avaient pas de glace, ils n'avaient pas de frigo. Les produits laitiers, comment ils faisaient pour les conserver? Ils étaient lacto-fermentés, ils étaient fermentés. Exactement. Et ça change complètement la donne. Et dès que tu parlais tout à l'heure avec l'autisme, moi, combien d'enfants qui, avec le kéfir de lait, bon, celui-là, il est différent parce qu'il est enrichi, ce n'est pas celui que vous allez avoir dans les groupes de dons, enlevez-vous ça de la tête. J'ai beaucoup même de dames qui me disent, après avoir utilisé mon kéfir, elles n'ont plus de cystite. Mais ça a un impact énorme sur la production de neurotransmetteurs au niveau intestinal et aussi au niveau cérébral, parce que le tryptophane qui est apporté, il est déjà découpé en peptides et il passe à travers
la barrière hémato-encéphalique et on a des impacts sur une réduction de ce qu'on pourrait appeler l'inflammation cérébrale. Nous, on le voit avec des enfants qui se sont remis à parler, qui étaient complètement dans non, mais c'est dingue, hein, c'est complètement hallucinant. D'ailleurs, ton kéfir, dis le nom de la société parce que les gens, il faut absolument qu'ils découvrent ton kéfir. C'est ketosana.com. Ketosana.com, ketosana.com. Et tu parlais tout à l'heure de supplémentation. Prendre une gélule là, de probiotiques à 2 balles, là, oui. Prendre un produit, moi, il n'y a pas photo. Hein. Il y a pas photo. D'ailleurs, tu pourrais nous montrer le gros bidon là, que tu m'avais montré tantôt. Oui, ça c'est. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est que j'utilise cette spiruline pour le côté thérapeutique. Je n'ai pas eu de gens qui ont eu des effets secondaires avec celle-là. Et ce que je fais, c'est que je l'ouvre. 2 petites cuillères, toutes petites comme ça, et je les mets dans mon kéfir le matin. J'en mets une, et si je reprends un autre verre dans la journée, je reprends. Alors ça, c'est la marque… C'est quoi le plus alors? C'est quoi le plus? Quand tu mets ton… Explique un petit peu. Ok, alors ce que ça change, c'est que la spiruline contient en particulier des phycocyanines. Celle de Natura Forever, Xelis, est à 17% de phycocyanines, mais il y a plusieurs phycocyanines à l'intérieur. Ça ne nous intéresse pas pour les protéines en tant que telles, parce que ça, tu peux prendre tu manges des œufs. C'est pour la vitamine B12. C'est vraiment l'apport en phycocyanine qui fait la différence. Et quand les deux sont alliés, c'est-à-dire kéfir et phycocyanine, le kéfir prédigère la phycocyanine et rend la phycocyanine encore plus, et tous les autres minéraux qui sont inclus là-dedans, au niveau magnésium, tout ça, encore plus biodisponibles. Et ça, ça devient un prébiotique. Et ça augmente encore l'impact du kéfir. Donc, ça va nourrir les probiotiques. Oui, oui, oui. Et ce que souvent je vais suggérer aux gens, c'est, bon, dépendant de leurs moyens, s'ils peuvent se payer celle-là, tant mieux. Sans ça, il y en a d'autres que je peux leur suggérer aussi. Mais c'est vraiment intéressant. Et ce que je vais suggérer aux gens, ça va être de se faire une salade d'endive, parce que l'endive, quand elle est crue, c'est un amidon résistant. D'accord? Tu mets un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre, un petit peu d'oignon rouge pour amener du soufre, une cuillère à soupe de kéfir, pas besoin de beaucoup, une cuillère à soupe de kéfir, tu mélanges ça, tu rajoutes du jus de citron, tu mets une cuillère de spiruline là-dedans, ça va te faire une vinaigrette avec ton endive et ton oignon, et les lactobactéries vont aller se faufiler, parce qu'elles sont toutes petites, elles vont se faufiler dans les tissus de l'endive, de l'oignon, elles vont prendre racine, elles vont vraiment circuler encore beaucoup plus loin à travers tout le système intestinal. Et là, ça devient très intéressant comme prébiotique d'utiliser l'endive crue et l'oignon cru ensemble. Bon, on peut aussi utiliser le topinambour. D'autres personnes, si elles ont besoin de reprendre du poids et qu'elles sont en régime cétogène, certaines, je vais leur faire prendre avec du riz blanc. Parce que le riz blanc, quand il a été refroidi… Voilà, comme la pomme de terre. On parle de peut-être 20 grammes de riz blanc, c'est pas besoin de beaucoup. Et de rajouter un petit peu de riz blanc pour permettre aussi. Et ça nous amène un petit peu plus de glucides pour ces personnes-là qui ont besoin de prendre du poids. Ça va être surtout des dames qui ont été végétariennes pendant longtemps. Ouais. Est-ce que ça régule au niveau de la glycémie? Oui. La glycémie, une fois que… Bon, là, on va vers le cétogène. Dès que les gens sont cétogènes, tu as une régulation de la glycémie. Après ça, c'est comment le corps va réagir. Moi, j'ai des gens en quelques semaines, quel que soit l'âge, la glycémie se régule en quelques semaines. C'est très rapide. Ouais, c'est impressionnant. Il y en a d'autres, un an après, on commence à avoir des résultats petit à petit. Et ça dépend de l'atteinte métabolique que les gens ont eue par rapport à comment ils ont mangé. Quand ils arrivent à un plafond, tu vois, certaines fois, quand ils stagnent, tu vois, quand tu arrives à faire ce genre comment dire, de tour de passe-passe là que tu viens de nous expliquer, c'est vrai que ça vient, tu vois, ça vient débloquer un palier des fois. Oui. J'ai une dame en particulier, elle a presque mon âge, là, 57 ans. Elle avait un bon embonpoint, elle est bien charpentée. Au bout d'un an, elle a perdu, on va dire, 10-12 kilos, pas plus. Sa fille qui est partie du même point,
Elle a perdu. Et alors, naturellement, sa fille a 20 ans, elle va se faire de temps en temps du Nutella, une pizza, alors que la mère s'est dit, bon, ben, de temps en temps, alors elle, dès qu'elle fait un écart, ouf, elle reprend 500 grammes, elle reprend 1 kilo, mais Ouais. comme ça. C'est impressionnant. Hein. Certaines Et ça, personnes. c'est là que tu vois la différence de métabolisme. Moi, Exactement. j'ai une amie qui est médecin. Son frère, quand il a vu l'impact chez sa sœur, il s'est mis au cétogène, sans le dire à personne, parce qu'au début, Ouais, ben, je on était sais. fous. Hein. Ça fait mal Et, hein, à l'ego. Ça fait oui, mal. oui, mais moi, je l'appelle l'enfoiré. Parce que lui, en travaillant sur l'ordinateur, en 6 semaines, non seulement il avait perdu son bide, il avait retrouvé ses tablettes de chocolat et il musclait naturellement. Il est un naturel anabolique. Donc le métabolisme des gens est différent, est très différent. Et c'est pour ça que c'est important que les gens comprennent qu'il y a une latitude à avoir. On ne peut pas tous aller dans le même chemin nécessairement. Absolument, absolument. Il faut le répéter, le répéter. Il Oui. faudrait même l'enseigner à l'école, ça. Ouais. Et ça, Et d'où la supercherie des recommandations globales. Là, 5 fruits et légumes par jour. oui, Laisse-moi rire, quoi. ça, c'est, Laisse-moi rire. D'une mais là, débilité. c'est encore en ligne dans cette qui, Et, ça. et en plus, tu vois, on regarde, on part à l'époque de quand ils ont fait ces recommandations aujourd'hui. La situation est catastrophique. On va vers une débilité totale. On va vers une catastrophe au niveau des systèmes de santé, au niveau des systèmes de remboursement. On va vers une faillite, mais quelque chose de phénoménal. Mais voilà, non, ne changeons rien, continuons comme on est, quoi. Tu vois, moi, je regarde des gars comme toi, comme pour moi, tu es le futur de la naturopathie en France. Tu reprends la relève là où Masson l'a laissé. Ouais, mais tu vois, c'est vraiment, j'allais te dire, hein, c'est un des rares naturopathes français Mhm. vers lequel je me suis tourné et que j'ai écouté, que je suis allé voir. Après, on va pas citer de nom, tu vois, Non, non, d'autres personnes, mais non, bon, non. Mais lui, franchement, chapeau, il a fait un il beau faut travail. voir, il faut voir comment il s'est fait pourrir. Hein. Il Oui, faut voir. Et tu sais comment le définissait, Marie-Claire? Elle m'a dit c'est un guerrier. Et c'est le seul qu'elle respectait. Hein. C'est le seul. Et pourtant, tu vois, Marie-Claire l'apparaît, pardon, elle n'était pas du genre à avoir des gourous, ou avoir, tu vois, ou être fan de quelqu'un, tu vois. Mais vraiment pour lui, tu vois, elle avait un respect parce que le type était franchement, il connaissait l'anatomie, voilà, et il s'est remis en question. Et surtout à son époque, imagine, hein, avec les mecs avec qui il a commencé, lui il baignait dans l'hygiénisme total, hein, et oui. l'hygiénisme côté péjoratif, pas le côté positif duquel on parlait, quoi. Mais il a dû se battre des pieds et des mains. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui le prennent pour un charlatan. Oui, ça, c'est assez incroyable. Mais toi, Paix à son âme d'ailleurs, paix à son âme. oui, quelles sont tes ambitions pour pour la naturopathie en Mais France? c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure en fait. Voilà, moi j'aimerais bien qu'on reprenne confiance en la naturopathie, qu'on puisse arrêter de sourire quand on parle de naturopathie et Mm. qu'on puisse considérer la naturopathie comme quelque chose d'indispensable, justement dans l'optique de ce que je te disais, pour les maladies chroniques, inflammatoires. Enfin, on sait très bien que la médecine conventionnelle, elle est complètement désarmée face à ça. Donc, il y a un moment donné, si nous, on arrive à proposer une visibilité, quelque chose que les médecins pourront mesurer, quelque chose qu'ils pourront appréhender, à ce moment-là, nous, on pourra peut-être commencer un dialogue avec eux et peut-être commencer à envisager d'être intégré dans le paysage de la prise en charge. Mais pour l'instant, comment tu veux qu'on nous prenne au sérieux? Quand tu prends toutes les formations qu'il y a aujourd'hui, mais regarde ce qu'ils enseignent sur l'anatomie, quoi. Ils prennent pas ça au sérieux. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit intégré et qu'on soit reconnu au bout d'un moment. Ça, Et je suis persuadé que pour le bien commun, je ne parle pas juste pour le bien de moi, de mon école de formation, je parle pour le bien commun, parce que le bien commun des Français. Les Français méritent d'être pris en charge, mais d'être pris en charge réellement, et dans le cadre de ces maladies. Là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On fait du traitement de symptômes. Le jour où la médecine commencera à envisager la prévention active, pas juste d'aller se faire scanner le mamelon et appeler ça de la prévention. Non, le jour où on commencera à penser prévention active, à ce moment-là, on pourra trouver une place pour la naturopathie. Et en fait, moi, mon seul but à moi, c'est pas de me faire des ennemis ou de faire la guerre aux végétariens ou de faire la guerre à l'hygiénisme. pas de problème. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité, quoi. C'est d'arriver à proposer une façon de prendre en charge les personnes qui puisse être efficace et qui puisse leur amener
du réconfort. Parce que, je ne sais pas, tu vois, hier, je discutais avec cette dame, justement, qui parlait de CBD, etc. Ça fait 30 ans qu'elle vit avec une polyarthrite rhumatoïde. Ça fait 30 ans que sur l'échelle de la douleur, elle est à 9. Rappelons qu'elle est à 10, l'échelle de la douleur. Elle est à 9. Elle est à 9. Est-ce qu'à un moment donné, on va prendre, au-delà de gérer le symptôme, on va commencer à considérer le confort des gens? Parce que c'est important. Il ne suffit pas de vivre longtemps, mais il faut vivre bien, quoi. Avec une qualité de vie. Regarde les gens marcher autour de toi, regarde l'obésité. La dernière fois, c'est Raoult qui parlait justement du coronavirus. Et il expliquait qu'on avait un ravage dû au coronavirus, parce qu'en fait, on se retrouve dans une épidémie d'obésité. Oui, effectivement. Tant qu'on continuera à considérer l'obésité du point de vue calorique, donc vraiment, franchement, ce que j'essaie d'apporter, en fait, c'est justement cette approche fonctionnelle, dans le sens où on va réfléchir en termes d'hormones, parce que le langage de ton corps, c'est les hormones, c'est pas les calories, et qu'on va prendre en charge, comment dire, réellement les personnes. Parce que si c'est pour faire de l'allopathie verte, comme proposent certaines écoles de naturopathie, pour un bobo proposer une plante, mais c'est pas ça qui va régler le problème. Il faut être logique, il faut avoir une intelligence dans la prise en charge, il faut comprendre la personne qu'on a en face, il faut comprendre comment fonctionne le corps humain, il faut comprendre les pathologies dont les personnes sont atteintes, mais au-delà des pathologies, comprendre les causes sous-jacentes. Une fois qu'on a pris ça en compte et qu'on a une vraie approche fonctionnelle, à ce moment-là, on va pouvoir, comment dire, discuter, dialoguer avec les médecins qui sont désarmés, qui n'ont pas notre approche au niveau nutritionnel, qui n'ont pas notre approche au niveau des plantes, qui n'ont pas notre approche au niveau de par exemple, je pourrais citer 1 milliard d'outils qu'on utilise en naturopathie. Ils ne l'ont pas. Nous, on n'est pas en guerre contre ce qu'on cherche, c'est avoir comment dire, venir en adjuvance. Parce que traiter dans l'urgence, mais c'est important, c'est vraiment. Enfin, on va pas bannir l'allopathie, on n'est pas là pour la combattre. Ce qu'on veut, c'est que l'allopathie garde sa place, mais qu'à un moment donné, le médecin lui dise écoute, moi j'ai traité l'urgence, maintenant on va traiter le fond, je vais te recommander peut-être à Abdelaziz El Mansouri ou à Gilbert Gomed, et ils vont faire la prise en charge de fond. Et nous, on va communiquer avec son médecin, communiquer avec elle, parce que chez nous, c'est participatif. C'est pas genre je suis un médecin, je vais te proposer un médecin générique pour tout le monde de la même manière et attendre que ça va se soigner. Enfin, comme disait Einstein, tu vois, la stupidité, c'est de faire constamment la même chose et de s'attendre à des résultats différents. C'est pas possible, on peut pas continuer. Pour revenir à l'école, une formation chez toi, parce que souvent les gens me demandent, ça dure combien d'années? Ben, vu que c'est à distance, ça dure en fonction du temps que tu vas y consacrer. Si tu vas y consacrer plusieurs heures par jour, tu vas aller beaucoup plus vite que si tu étudies le week-end. Mais grosso modo, les gens chez moi, là, les derniers qui sont sortis, en 2 ans, ils arrivent à le faire. Mais il faut dire que nous, on s'adresse essentiellement à des adultes actifs. Donc, des gens qui ont une vie de famille, qui ont un travail, qui ont, tu vois, et qui vont peut-être pouvoir consacrer 1 heure tous les 2 jours ou 2 heures tous les 2 jours ou voire 1 heure tous les jours, tu vois. Mais ils y vont progressivement. Nous, chez nous, en fait, on leur fait payer à la pièce. C'est-à-dire que tu ne payes que le cours que tu commandes. Et c'est toi qui gères ta formation. Donc, tu avances. Excuse-moi, les gens qui ont déjà des formations infirmières, kinés ou autres, est-ce qu'il y a des équivalences? Bien sûr, on reconnaît les équivalences. Par exemple, une infirmière, comme je l'ai dit tout à l'heure, on étudie sur le Nicole Munch. Donc, je ne vais pas lui redemander de réétudier l'anatomie, c'est stupide. Elle l'a déjà étudié. Donc, j'accorde les équivalences sur présentation du diplôme ou présentation du relevé de notes. Et à ce moment-là, elle n'a pas à refaire le cours chez nous. On n'est pas là pour. Voilà. D'accord. Et je rappelle, on n'est pas dans la prise d'otage. Chez nous, tu ne vas pas payer ton trimestre, tu vois ce que je veux dire. Et après, mordicus, il faut que tu y restes, même si la formation ne te plaît pas. On a tellement confiance en nos cours qu'on propose la formation à la pièce. C'est-à-dire que tu achètes ton cours, tu suis le premier cours, ça te plaît, reste avec nous, ça ne te plaît pas, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'engagement. Bonne chance. Voilà. Ça c'est important, tu vois, parce que c'est quelque chose qui revient. Et bon, comme tu le sais, j'ai des clients qui sont eux-mêmes naturopathes ou qui l'étaient parce qu'ils n'osent même plus pratiquer, parce qu'ils sont devenus malades à se soigner eux-mêmes. C'est un peu rigolo. Et, j'en ai quelques-uns que j'ai suggéré, bien, allez prendre des cours avec Abdelaziz, avec Innov Naturothérapie, et parce que l'optique, tu les ramènes sur le plancher des vaches. Et tu les sors de l'idéologie dans laquelle ils ont été enfermés sans s'en rendre compte, parce qu'ils n'ont pas l'historique du développement de la naturopathie.
C'est comme les gens, tout à l'heure, on parlait d'Ansel Keys, mais tu ne peux pas parler d'Ansel Keys sans parler de l'église des Seventh-day Adventistes. Mais qui est arrivé? Le jeune homme qui imprimait les traités d'Ellen White, de Mary White, il s'appelait Kellogg. Et après ça, il a parti Sanatorium. Et l'autre bonhomme qui était à côté d'eux, c'était Graham, les Cracker Graham, qui sont devenus des super conglomérats agroalimentaires. Mais quand les gens ne le savent pas, ils ne réalisent pas qu'on nous a roulé dans la farine depuis environ 1900, fin 50, mais que ça vient de beaucoup plus loin que ça. Ça vient de beaucoup plus loin que ça au niveau de l'idéologie, quoi. Et c'est encore présent aujourd'hui. Hein. On ne va pas citer de marque, mais tu sais, toutes les viandes végétales. Oui, c'est exactement ça. Hein. Qui c'est qu'il y a derrière? Microsoft. Oui. C'est pas pour notre bien, c'est pas vrai. Ouais, cette espèce d'association qui va traquer les petits fermiers, qui va les filmer en les montrant maltraitant des bêtes et tout ça. Ils sont financés par. C'est la même chose, c'est toujours des financiers. En fait, on est en train de nous faire changer de paradigme. Et tu es en train de le voir avec cette crise sanitaire, on ne va pas épiloguer, mais on est en train de nous faire changer de paradigme. Et ça passe aussi par notre alimentation. Je voudrais attirer l'attention des gens sur le professeur Frédéric Leroy, qui est en Belgique, qui vraiment partage beaucoup de choses sur Twitter. Malheureusement, il partage beaucoup en anglais. Il a accepté que je l'interviewe, donc ça, on va essayer de caser ça bien, en français. J'adore tes vidéos, j'adore les intervenants que tu fais participer, c'est vraiment passionnant. Mais pour en revenir à l'école, moi, ce que je trouve, je trouve que tu n'as vraiment pas peur d'établir une école avec ce mode de pensée ici en France. Franchement, chapeau. Merci, hein. Mais je te dis, on prend des coups, hein. On se fait insulter, enfin voilà, hein. On m'a dit que je voulais tuer la naturopathie une fois. D'accord. Okay. Et comme disait Feu Masson, paix à son âme, il parlait d'un revolver dans l'assiette et il disait que la naturopathie était en train de scier l'arbre sur la branche sur laquelle elle était posée. Il a pas tort, hein, il a pas tort. Je ne sais pas pourquoi on continue. Enfin, j'ai même l'impression qu'il y a certaines écoles qui se rendent compte de la supercherie, mais qui continuent à le faire parce qu'elles ont peur de perdre des clients. Mais moi, je m'en fous, moi. Sinon, je me mettrais comme tout le monde, je ferais de l'hygiénisme classique et je me contenterai d'encaisser les dividendes. Ça ne m'intéresse pas, quoi. Moi, si je ne fais pas quelque chose qui me passionne et pour lequel je sens qu'il y a une vérité, en fait, tu vois, j'ai un ami qui me parlait d'un cercle vertueux. Si je ne suis pas dans un cercle vertueux, ça ne m'intéresse pas. Si c'est pour propager des mensonges et contribuer à la maladie, je ne suis pas partie prenante. Par contre, s'il s'agit de transformer le paradigme et de venir contester certaines choses qui sont contestables, hein, ce n'est pas pour le plaisir de le faire, comme je le disais, ce n'est pas pour faire des ennemis, ce n'est pas pour m'opposer par idéologie d'envie de m'opposer aux gens. Non, c'est parce qu'en fait, je sais pas, on a besoin de vérité. De plus en plus, on a besoin de savoir ce qui marche pas, et on a besoin de prendre les gens en charge correctement. Enfin, moi, ce que je me dis quand je vois quelqu'un, par exemple un client arriver dans mon cabinet, je me dis ça pourrait être ma mère, ça pourrait être mon père, ça pourrait être ma sœur. Donc partir de ce point de vue-là et se dire que on voudrait la même approche pour ces gens qu'on le voudrait pour notre famille. Donc pourquoi ne pas, tu vois, tu parlais des dates, moi. Les dates qu'on fait pousser, on ne met pas de saloperie, on ne met pas d'engrais chimiques, on met du bon parce qu'on sait qu'on va le manger nous aussi, quoi. Ouais, c'est toi qui l'as planté, tu n'as pas le mauvais. Si tout le monde quittait cette idée de profit et revenait vers des idéaux, et bien à ce moment-là, tu vois, je pense que la société, elle commencerait un petit peu à se soigner, tu vois. Elle commencerait à aller un petit peu mieux. Mais ce que je dis là pour la naturopathie, c'est vrai pour tous les domaines, pour l'agriculture, pour tout un tas d'autres domaines qui sont à la dérive parce que quoi? Parce qu'on subit un dictat, en fait. On subit un dictat du profit, du machin, de l'idéologie. Je crois qu'il faut gommer les dogmes et qu'il faut se poser et qu'il faut apprendre à se parler aussi. Je pense qu'on gagnerait beaucoup si toutes les écoles pouvaient communiquer entre elles et si on pouvait s'accorder sur certaines choses, tu vois. Je sais qu'il y a par exemple, tu as des associations de naturopathes pour avoir une certaine approche, etc. Bon, mais voilà, c'est très bien, tu vois. Moi, je suis pour ce genre de trucs. Mais, enfin, je ne sais pas comment te dire. Avoir des conglomérats, des conférences ensemble où on pourrait s'entendre, se poser autour de table et échanger, tu vois, en tant que confrère, tu vois, en tant que même frère, hein, de la naturopathie. Ce serait bien. Ne pas avoir peur de se remettre en question. Et si l'autre te dit quelque chose, ben, on va fouiller. On va fouiller, voilà. Et puis après, voilà, propose ses arguments et moi les miens, mais ne m'attaque pas personnellement, quoi. Ne fais pas d'attaque personnelle. Abdelaziz, ça a été vraiment un plaisir de te recevoir pareil, virtuel. pareil.
confinés. On est co-détenus. Le temps en ce moment permet aux gens aussi de se rapprocher au niveau intellectuellement, d'aller fouiller. Avant, ils n'avaient pas trop le temps. Alors maintenant, on peut. C'est amusant parce qu'avec le confinement, j'envoie des choses à des gens et ils les lisent. Alors, ils ne lisaient pas. Ouais, mais ils ont le temps, ils ont le Ils ont temps. le D'ailleurs, temps. je les invite à aller à consulter aussi mon blog, là, sur Oui. innovenaturopathie.com. Je vais mettre On a le pas mal lien d'articles. sous le Il y a vidéo. aussi la chaîne YouTube, Innove On va le mettre Naturopathie. aussi, ouais. Donc voilà, c'est pour ceux qui ont, qui ont du temps à perdre, vu qu'on est tous co-détenus en ce moment, qu'on est tous confinés à la maison et qu'on est tous en tôle chez nous, eh ben, ça nous laisse du temps pour aller explorer et lire et approfondir. Et pourquoi pas, tu vois, peut-être même me mettre en porte-à-faux par rapport aux articles que je mets pour les gens qui voudraient nous contester, parce qu'on n'a pas que des amis qui nous regardent. Oh oui, mais on avance tout le temps. De toute façon, quelqu'un qui nous met un peu en porte-à-faux, ça nous rend plus fort. Oh, mais c'est clair, moi j'aime bien Ils les ont gens qui raison, viennent nous donc il contester. faut. Ça me pousse à aller faire plus de recherches. Ouais. Tu sais, c'est quand moi, quand je suis tombé sur les huiles végétales, j'ai compris beaucoup de choses. Bon, parce que quand je suis devenu dans le céto, bien avant d'être carnivore, bon, ça a été l'huile d'olive, le beurre. J'ai laissé tomber les autres huiles végétales, mais sans le vouloir. Hein. Et quand tu t'aperçois 2-3 ans après que tu vas très bien, j'ai plus de douleur musculaire, j'ai plus de douleur articulaire, tout ça. L'état mental, l'état psychique, il est stable. Et là, c'est là que tu vois l'impact que ça a. Et un naturopathe qui n'a pas fait ce chemin dans son corps, il ne peut pas le comprendre. Et ça, maintenant, on le dit de plus en plus dans le monde cétogène, les huiles végétales sont encore plus toxiques que les hydrates de carbone, que l'excès de glucides. Ah, c'est une Parce dinguerie. que justement, cette oxydation des membranes lipidiques, c'est-à-dire des acides gras polyinsaturés qui font partie des membranes lipidiques qu'on a besoin jusqu'à un point, mais tu en as partout, tu en as dans la viande de ces acides gras polyinsaturés, mais ils sont dans des ratios naturels. C'est pas vrai, les gens font pas la différence, ils s'imaginent que l'huile d'olive c'est une huile végétale. Non, l'huile d'olive c'est comme une noix de coco, c'est une huile de fruits. Exactement, voilà, c'est la différence que je fais. La même chose. Exactement. Huile de fruits et huile végétale, c'est deux choses différentes. Ouais. Et elles sont pas. D'ailleurs, c'est en lien avec la société industrielle. Hein. Sans la société industrielle, on n'aurait jamais pu extraire ces huiles. D'ailleurs, nos ancêtres ne le faisaient pas. Et je vais te donner un exemple tout con. L'huile de canola, tu la prends extraite, la nature, sans la traiter, mais sans l'odeur, tu ne peux pas l'approcher. Il y a quelque chose qui fait que la nature te pousse. Tu vois. Quand tu sens quelque chose qui pue, tu ne vas pas le manger. Quoi. Moi, j'ai une amie qui, elle élève des chevaux. Puis elle me le disait bien. Si elle donne des graines de lin à une de ses montures qui a des problèmes intestinaux sans faire bouillir la graine de lin, ben, la bête, elle est morte. Vois-le avec les vaches aussi. Hein. Vois ce qui se passe. Elles sont en inflammation totale. La même chose. Pour revenir sur l'huile de lin, moi, j'adore l'huile de lin pour mettre sur du bois, pour refaire un plancher. Si tu prends l'huile de lin comme ça et tu regardes ce que ça fait sur ton plancher, qu'est-ce que ça va faire dans ton corps? Exactement. Et puis, il faut savoir qu'elle est très oxydable. Dès que tu la presses, dès que tu la sors, déjà, elle est oxydée. Donc, c'est tout le principe de l'huile de lin comment elle devient solide, elle se polymérise, quoi, tu vois. Ouais, ça a été passionnant, Gilbert. On va repartir là, je sens toi et moi. Là. Il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. D'accord. Allez, bonne fin de soirée. On va se souhaiter une bonne soirée. Écoute, merci beaucoup. Et je salue ta famille aussi. Et je rappelle aux gens qui veulent du kéfir, ketosana.com. C'est pas de la publicité, c'est véridique. C'est un produit supérieur. Ok. Allez. Merci. Ciao. Ciao.